Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle des relations entre les Pays-Bas et l'Indonésie. Nous allons regarder pourquoi exactement il y a des liens entre ces deux pays. En regardant la carte du monde, ou comme ici la carte d'Europe, il est évident que les Pays-Bas et l'Indonésie ne sont pas proches l'un de l'autre. Séparés par 11 329 km, on peut constater que leur position n'offre pas les avantages d'être voisins. Mais quels sont les facteurs liant ces deux pays ensemble et depuis quand datent les premières interactions? Pour apprendre tout ça, on doit revisiter les premiers débuts de la colonisation des Indes orientales au XVIe siècle. Tout commençait par le Spice Route, dont l'Indonésie était en partie d'eux. C'était les longs voyages faits par commerçants marocains qui portaient des épices indonésiennes jusqu'à les portes d'Europe, où les Européens font leur première reconnaissance avec les richesses d'Asie. En voyant ces richesses, c'étaient les Portugais qui, au XVIe siècle, décidaient de coloniser l'Indonésie. Vitement, leurs richesses créées attiraient beaucoup d'intérêts européens. C'était pour ça que, en 1580, les problèmes politiques avec l'Espagne étaient l'occasion magnifique pour les Néerlandais de profiter de la situation et de s'installer aux Moluques. La réponse se trouve dans l'Europe du XVIe siècle et la demande croissante des épices comme poivre, clous de girofle et noix de muscade. C'était la richesse des colonies qui permettait des énormes pouvoirs d'achat. En achetant des épices néerlandais, les Pays-Bas profitaient énormément et gagnaient beaucoup d'argent. Spécifiquement, le marché de Lisbonne était le plus important en termes économiques, ce qui donnait encore plus de pouvoir aux Néerlandais. La méthode que les Hollandais utilisaient de coloniser était d'avoir une compagnie à Chartres chez les Indes orientales. Une compagnie à Chartres était un type d'organisation créée par le gouvernement du pays qui législait des pouvoirs exercés au pays colonisé, c'est-à-dire que le pays avait le droit de mettre des forces armées, contrôler l'économie et implémenter la loi. Pourtant, il avait aussi certaines responsabilités coloniales à suivre. Par exemple, il doit évangéliser les peuples, organiser des liaisons entre la colonisation et les terres colonisées et prendre soin des indigènes. C'était donc au long de ces trois termes stricts que la Compagnie hollandaise des Indes orientales était créée en 1602. Et maintenant, on passe donc d'une longue période d'exploitation des îles de Mollusques jusqu'à la conquête de Java. C'était en 1743 que les Néerlandais avaient décidé d'attaquer Java. Les propriétés volcaniques de l'île attirent les Néerlandais. Ils voulaient exploiter l'île en puissant café, thé et sucre. Avec l'aide chinoise, le sultanat présent de Mataram était complètement détruit, en lutte à la mort pour les indigènes. Néanmoins, c'était dans les richesses de Batavia, ce qu'on connaît aujourd'hui comme Jakarta, que les Néerlandais se sentaient plus confortables. Avec 13 000 îles sous leur pouvoir, 61 millions d'habitants pour régner sur et un empire de 2000 km² pour contrôler, ils continuaient leur exploitation. En produisant café, sucre, thé, tabac, quinquina, d'oléagineux, caoutchouc, étain et pétrole, leur richesse agrandissait et les indigènes appauvissaient. C'était avec des systèmes de culture forcés créés par Comte van den Bosch que les indigènes souffraient par des famines entre 1830 jusqu'à 1870. Mais ça n'arrêtait pas la colonisation destructive. Au contraire, la colonisation était devenue une compétition, les Britanniques contre les Hollandais. C'est pour ça que, à partir de 1816, l'expansion de territoire devenait véritable. Les conquêtes de Sumatra en pays Minangkabau durent de 1817 jusqu'à 1837. En Aceh, ça dure de 1873 jusqu'à 1903. En Bali, de 1906 jusqu'à 1908. Et Bornéo à partir du XXe siècle. Prendre du pouvoir était simple. Soit ils décidaient d'avoir des protectorats en relation avec aristocrates indigènes.
soit ils prenaient une souveraineté directe, comme vu à Java. La réponse est oui. Celle-ci est le conte du comte Edward Douwes Dekker, aussi connu sous le nom d'auteur Multatuli, du contrôleur du Natal, où il avait reçu le statut ignoble. Jusqu'à son carrière comme représentant des Pays-Bas, Dekker n'était jamais contente. En arrivant au Java, c'était l'abus de pouvoir par les aristocrates indigènes, en combinaison avec la souffrance des indigènes qui lui ont vraiment choqué. Il a décidé de repartir pour l'Europe, dégoûté par le style dont les indigènes étaient traités. Mais il n'est pas retourné en silence. En écrivant l'œuvre Max Havelaar sous le nom de Multatuli, il a critiqué le VOC et comment il traite des individuels. L'impact était énorme. On peut même dire qu'il a influencé le début de décolonisation des Indes orientales. « 1911. Les mouvements politiques étaient les premières révoltes. Sarakat Rajgat, dirigé par Sukarno, un ingénieur javanais, était la première association du peuple. 1920. Le PKI, les communistes. 1927. Le PNI, les nationalistes. Mais la vraie perdance de leur colonisation était avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Les Néerlandais étaient affaiblis et les battre était absurdement facile pour les Japonais. D'avril 1942, les Indonésiens se trouvaient sous le pouvoir des Japonais. Néanmoins, ce règne était court. Ça durait jusqu'à ça. Les 6 et 9 août, des bombes atomiques sont larguées sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Après, les Indonésiens avaient reçu leur indépendance des Japonais. En utilisant le regroupement des Indes orientales que les Néerlandais avaient mis en place, Sukarno et Mohammed Hatta devenaient le premier président et vice-président de l'Indonésie. La structure des Néerlandais était créée au début du XIXe siècle pour insérer leur système de représentation indirecte et agrandir leur pouvoir. Les Néerlandais avaient regroupé toutes ces petites îles dans une grande nation, appelée les Indes orientales. En voyant les varieux aspects communs, comme la langue malais commerciale et l'islam, qui était pour 90% de la population la religion, l'ensemble des Indes orientales était créé. Untuk melaksanakan cita-cita luhur, yaitu membantu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Les Néerlandais n'avaient pas vu l'indépendance donnée par les Japonais comme une vraie perte de leur colonisation. En effet, l'économie des Pays-Bas était tellement dépendante sur l'Indonésie que les Néerlandais voulaient recoloniser les Indes orientales après la Deuxième Guerre mondiale. Pour 4 ans, Sukarno a résisté à cette recolonisation et finalement, décembre 27 1949, l'indépendance indonésienne était donnée par les Néerlandais. Et ça nous apporte jusqu'à la fin du XXe siècle, en 1988. Celle-ci est l'année où Stichting Max Havelaar, un projet qu'on connaît plutôt sous le sticker du Fairtrade, était officiellement établi en Pays-Bas. Inspiré par l'œuvre du Max Havelaar écrit par Multatuli, le but du Fairtrade est d'améliorer la qualité de vie des paysans produisant des produits. Leur premier produit contrôlé était le café. Ce qui est ironique quand on sait que c'était exactement pour la même raison du café que les Néerlandais commençaient leur exploitation indonésienne. Similairement, les idées politiques du transmigration appliquées en 2009 datent des origines néerlandaises. Et cela nous amène jusqu'aujourd'hui, quand on voit que les restants d'une colonisation indo-orientale.
de relations diplomatiques entre les Pays-Bas et l'Indonésie, jusqu'à l'étiquette du Fair Trade qui se trouve sur votre café du Starbucks, l'histoire est partout, même s'il se trouve dans des coins cachés.